Ambition, conquête, désir, meurtre. Une puissance technologique sans pareille. Tels sont les fondements de l'Empire romain. Les constructions colossales de l'Empire romain s'étendent sur 3 continents. Stades, palais et routes sont autant de symboles de la puissance de cette civilisation, reconnue pour être la plus avancée de son époque. Pourtant, alors que les Romains ont su dompter leur environnement pour y construire de véritables chefs-d'œuvre architecturaux, ils seront incapables d'empêcher leur propre destruction. « 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ. L'homme le plus puissant du monde gît sans vie sur le sol du Sénat romain. C'est un général qui a doublé la taille de l'Empire romain. Un politicien qui s'est hissé aux plus hautes sphères du pouvoir. Pourtant, ce guerrier qui porte encore la marque de ses batailles a été assassiné à Rome par les siens. Son nom, Jules César. L'ascension de César était motivée par son ambition. Il voulait être l'homme le plus riche de l'État romain. Il était assoiffé de pouvoir et ne le partageait pas avec les autres. C'est ce qui a directement conduit à son assassinat. Il y a déjà plusieurs décennies, alors qu'il n'était encore qu'un jeune général ambitieux, César a compris que la voie royale pour atteindre la gloire à Rome passait par les champs de bataille. Sa soif de conquête militaire est à l'origine de l'une des constructions romaines les plus ingénieuses. En 55 avant notre ère, Jules César est à la tête de 8 légions romaines, soit un total de 40 000 hommes qui se dirigent vers le nord en traversant la Gaule, une province romaine qui comprend la France, la Belgique et la Suisse actuelle. Il veut aller en Germanie, l'Allemagne actuelle, et traverser le Rhin, parce qu'aucun commandant ne l'a jamais fait. Il veut être un conquérant aussi fameux qu'Alexandre le Grand. Le monde connu s'arrête justement aux rives du Rhin. Depuis des siècles, cette barrière naturelle protège les tribus germaniques des invasions et de l'expansion romaine. Mais César est un guerrier hors pair. Il aurait pu passer le fleuve en bateau, mais vous imaginez Jules César dans une barque? Et comment le franchir avec ses 8 légions? Ils auraient été contraints de traverser à pied ou à cheval. Pour construire un pont sur un fleuve pareil, les difficultés sont énormes à cause de sa profondeur et de la force du courant. N'oubliez pas que le pont devait être construit rapidement pour des raisons militaires. C'est un exploit vraiment exceptionnel. Le pont devra faire la longueur de 4 terrains de football et supporter le poids de 40 000 hommes. En dépit des difficultés posées par le fleuve, Jules César est déterminé à réussir. Avec la vitesse et l'efficacité des machines bien huilées, les soldats transforment les arbres de la région en pieux. Chaque heure qui passe rapproche un peu plus le pont de la berge opposée. Les fondations de l'ouvrage sont formées par une série de troncs enfoncés dans le lit du fleuve. Chaque pilier fait près de 50 cm de diamètre et au milieu du Rhin, ils doivent mesurer jusqu'à 10 mètres de long pour aller du fond à la surface. Pour que le pont soit plus stable, les ingénieurs de César disposent les pieux en biais. En enfonçant les piliers à un certain angle et en les reliant entre eux, ils ont fait ce que font les charpentiers quand ils construisent un chevalet pour scier le bois. L'angle des pieds donne plus de stabilité.
L'inclinaison permet de résister au courant du Rhin. Mais il est beaucoup plus difficile d'enfoncer un pieu en biais dans le lit d'un fleuve qu'à la verticale. Ils ont donc dû se servir de béliers de bois pour y parvenir. En amont, les pieux sont inclinés dans la direction du courant. Mais à 12 mètres en aval, les pieux auxquels ils seront reliés sont penchés contre le courant. Chaque paire de pieux est reliée par une poutre de 60 cm de diamètre. Des troncs sont ensuite alignés entre les poutres, puis recouverts de fagots solidement attachés. Le dessin du pont en lui-même est très novateur, mais c'est surtout la rapidité avec laquelle il a été construit qui en fait un extraordinaire exploit d'ingénierie. 10 jours après avoir ordonné la construction de ce pont, César le traverse, en marche vers son destin exceptionnel. Aujourd'hui, nous ne pourrions jamais construire un projet aussi ambitieux en si peu de temps avec leurs moyens techniques. Pour accomplir un tel exploit, il fallait des milliers de soldats totalement dévoués à César, ayant pour seul but de traverser le Rhin et de terroriser les Germains sur l'autre rive. César estime que les forces germaniques s'élèvent à 430 000 hommes, 10 fois plus que sa propre armée. Pourtant, quand les Germains voient les légions romaines traverser le Rhin, ils s'empressent de battre en retraite. Pendant les 18 jours qui suivent, César explore librement le territoire au nord du Rhin, sans rencontrer la moindre résistance. Il repasse ensuite son pont et le détruit. Il a atteint son objectif. C'est très symbolique. Rome peut aller n'importe où, rien ne peut arrêter Rome. Je dirais même plus, Jules César peut aller partout. Le pont de César est l'une des premières illustrations de son ambition obstinée. 10 ans plus tard, elle lui donnera accès à un pouvoir sans précédent. Mais c'est aussi ce qui précipitera sa chute. À 55 ans, alors qu'il est nommé dictateur à vie en 44 avant Jésus-Christ, des rumeurs d'assassinat courent déjà dans les couloirs du Sénat. Il a pris certaines décisions qui montrent qu'il voulait être vénéré comme un dieu. Il avait une ambition débordante. Elle dépassait tellement ce que les Romains en général et leurs sénateurs en particulier jugeaient acceptable qu'il a été assassiné. De son vivant, Jules César a modifié à jamais le paysage politique romain. À sa mort, il incarne le potentiel et les dangers du pouvoir absolu. Son règne a été un tournant dans l'histoire politique de Rome. La conquête des Gaules a étendu la portée de l'influence romaine. En renforçant son propre pouvoir, il signe la fin de la République romaine, gouvernée par des sénateurs et des consuls élus démocratiquement, et annonce l'avènement d'un empire où des chefs tyranniques vont gouverner avec une autorité absolue. Aujourd'hui, Rome est une ville où antiquité et modernité cohabitent. C'è da imparare da Roma ed è tutto, perché Roma è stato il On a tout à apprendre de Rome, tout, parce que Rome a été le décor de l'histoire du monde pendant au moins 1000 ans. Rome est le centre d'un immense territoire qui s'étend de la Bretagne à l'Arménie et de l'Afrique à l'Allemagne. C'était un empire sans précédent. All'Africa e alla Germania, quindi un impero straordinario. La légende veut que Rome ait été fondée en 753 avant notre ère par Romulus et Rémus, deux frères abandonnés alors qu'ils étaient bébés et élevés par une louve. Les deux frères construisent leur ville sur les rives du Tibre, mais une dispute pour le pouvoir les conduit au meurtre. Rémus meurt des mains de Romulus, qui donne son nom à la ville de Rome. Ce n'est que le premier d'une longue série de drames sanglants
qui permettront à d'autres hommes de prendre le pouvoir à Rome. La guerre civile a toujours accompagné la croissance de l'État romain. L'histoire de Romulus et Rémus trouve des échos tout au long de l'histoire romaine. À l'origine, Rome n'était qu'un de ces petits royaumes qui s'opposaient pour obtenir le pouvoir en Italie centrale. Mais contrairement à ses voisins, qui se méfient des étrangers, Rome a toujours été une terre d'asile pour les parias ambitieux. Romulus a déclaré « Puisque notre ville n'est pas peuplée, je vais créer un asile, une zone franche pour les esclaves en fuite, les brigands et autres pirates. Que tous viennent et participent à cette grande idée qu'est Rome. » C'est une attitude unique. Dès le départ, il semble que les Romains aient été très ouverts. Cette ouverture encourage les échanges d'idées. Parmi elles, les théories des ingénieurs venus d'autres cultures. En empruntant les techniques de ses voisins étrusques, Rome étend son pouvoir à toute la région. Les Romains avaient cette faculté extraordinaire de puiser dans les technologies existantes pour les adapter à leurs propres besoins tout en les améliorant. Ils se sont inspirés des techniques étrusques pour la construction de routes, de réseaux d'approvisionnement en eau courante et de murs énormes. Tout cela provenait des Étrusques. La première grande œuvre des ingénieurs romains est la Cloaca Maxima, un égout qui fonctionne encore aujourd'hui, 2500 ans après sa construction. La Cloaca Maxima évacue les eaux usées des rues de Rome jusqu'au Tibre. Les ingénieurs ont utilisé également ces canalisations souterraines pour assécher les marécages qui séparaient les villages romains cantonnés sur les collines. Ils y ont construit ensuite le Forum, le centre-ville de la Rome antique. La construction de la Cloaca Maxima a été déterminante. C'est grâce à elle que les différentes tribus qui vivaient sur des collines séparées par des marécages se sont réunies pour former une culture unifiée. La création du nouveau forum a permis à la culture romaine de se consolider, d'être centralisée. Alors que la culture romaine se renforce, l'influence de la ville commence à croître. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Rome contrôle presque toute l'Italie centrale. Les ingénieurs doivent maintenant mettre au point une infrastructure qui facilite les transports dans cet empire en pleine expansion. Dans l'Antiquité, il y avait peu de moyens de transport. Soit on passait par les terres, à cheval, ou le plus souvent à pied, en tirant une charrette. Soit on prenait le bateau. Les routes, telles que nous les concevons aujourd'hui, n'existaient quasiment pas avant l'Empire romain. Dès 312 avant notre ère, on construit la Via Appia. La première route nationale romaine mesure plus de 200 km, reliant la capitale à la Campanie, une province du sud. Pour que la route soit la plus directe et sa surface la plus plane possible, les ingénieurs romains se servent d'un instrument de mesure topographique spécifique. Les Romains utilisaient une groma composée d'un axe vertical fixé dans le sol et d'une barre transversale. En faisant une visée avec la croix, on s'assurait que deux points étaient parfaitement alignés. La grande différence entre les routes anciennes et les routes modernes, c'est que les Romains ne savaient pas faire de visée en coin. Ils ne construisaient donc leur route qu'en ligne droite. Ils tournaient ensuite à angle droit et continuaient tout droit dans une autre direction. Le problème quand on construit des routes toutes droites, c'est qu'il faut traverser les collines et les vallées que l'on rencontre. Si cela était nécessaire, ils n'hésitaient pas à tailler dans les montagnes. Une fois que la trajectoire idéale est tracée, on creuse une large tranchée remplie de sable et de rochers qui forment de solides fondations. Ensuite, on ajoute une couche de gravier compacté avec de l'argile ou du mortier. Et pour finir, des pavés épais disposés de manière à ce que leur pente permette l'écoulement de l'eau sur les côtés.
Pour la première fois, on a construit un pavage stable qui résisterait à l'épreuve du temps et au passage régulier de chariots ainsi que de toutes les armées. Ces routes étaient extrêmement intimidantes. En les voyant, on savait qu'il ne faudrait pas longtemps pour que 2 légions romaines, soit 10 000 hommes, arrivent jusqu'à chez vous. On y réfléchissait donc à 2 fois avant de créer des conflits avec Rome. Au moment de l'assassinat de Jules César, Rome contrôle la majeure partie de l'Europe occidentale, ainsi que l'Afrique du Nord. Un siècle auparavant, elle a battu Carthage. Rome est donc l'unique superpuissance du monde méditerranéen. C'est Octavien, le petit-neveu de César, qui finit par lui succéder. Il prend le nom d'Auguste et se fait couronner impérator, le premier empereur romain. Sous son règne, le réseau routier romain s'étend jusqu'aux confins de l'Empire. Une fois les routes pavées, on construit de nouvelles villes. Pendant le règne d'Auguste, des villes à l'image de Rome sont érigées de toutes parts. Elles ont tout un forum, un théâtre, un amphithéâtre, une basilique, ainsi que tous les grands signes distinctifs d'une ville romaine. Les nouvelles villes sont un excellent moyen de convertir les peuples des provinces récemment conquises au mode de vie romain. On se pressait en masse dans ces nouvelles villes, ces centres urbains qui symbolisaient la civilisation. On espérait y trouver un mode de vie plus évolué et de bons emplois. Les richesses étaient dans les villes et comme aujourd'hui, les gens allaient là où il y avait du travail. Et au bout du compte, les peuples des nations conquises finissaient par adopter les convictions romaines. Les ingénieurs romains ont une arme secrète qui leur permet de construire des édifices plus grands et plus solides que les autres en un temps record, le béton étanche, mélangé à un sable volcanique, la pouzzolane. Les premiers bétons étaient un mélange d'eau et de chaux qui durcissait, mais n'était pas très solide et cassait facilement. Grâce à la pouzzolane qui réagissait avec la chaux, le béton romain ressemblait au béton moderne, beaucoup plus solide. Le mortier hydraulique, contrairement au mortier aérien qui était utilisé auparavant, était un matériau extrêmement résistant. Il prenait aussi dans l'eau, il était durable et il a joué un rôle déterminant dans le développement de l'architecture romaine. Pendant le règne d'Auguste, Rome affirme sa mainmise sur l'Europe occidentale. Grâce au béton, les bâtisseurs romains s'accaparent le paysage avec leurs édifices imposants. L'un d'eux va révolutionner la vie quotidienne des Romains pour les siècles à venir. Dès le 1er siècle de notre ère, Rome est l'unique superpuissance de l'Europe. L'Empire romain est en pleine expansion vers l'extérieur. Mais les ingénieurs de Rome n'en oublient pas pour autant l'intérieur de leur cité, où ils cherchent à améliorer la qualité de la vie. Dans ce domaine, l'eau courante est certainement leur réussite la plus surprenante. Le système d'approvisionnement en eau courante des Romains représente un énorme bond en avant. Dans la capitale, 11 aqueducs déversent plus de 750 millions de litres d'eau courante par jour, puisés dans des sources de montagne à des kilomètres à la ronde et acheminés jusqu'au foyer des citoyens romains. Les aqueducs favorisent l'installation d'une nouvelle culture urbaine. Grâce à l'eau courante, jusqu'à 1 million de personnes peuvent vivre à Rome dans la propreté et le confort. L'eau des aqueducs permet d'éliminer les saletés et de garder la ville propre. C'est d'ailleurs une autre explication du sentiment de supériorité des Romains. Ils sont plus propres que les autres. Les aqueducs ne sont pas le fruit de la politique d'un empereur unique. Leur construction a pris plusieurs siècles.
Il n'en demeure pas moins que Claude Ier, l'empereur bègue et défiguré, a joué un rôle décisif dans la construction du réseau d'eau courante de Rome. Avant de prendre le pouvoir, Claude est la risée de la famille royale, qui le traite comme un infirme et le cache même au peuple. Il avait un tic bizarre. Il bougeait sans cesse la tête quand il parlait. Il avait un rire tonitruant et n'était vraiment pas gracieux. Il avait aussi un problème de salivation, ce qui devait le rendre assez déplaisant. Malgré ses défauts, Claude est assez rusé pour prendre le pouvoir lorsque l'opportunité se présente. En 41 après Jésus-Christ, plusieurs membres de la famille royale sont assassinés. Le neveu de Claude, Caligula, dont le règne a été sanglant, en fait partie. Claude est épargné. On le retrouve caché derrière une tenture, mais il corrompt les cohortes prétoriennes en les couvrant de cadeaux. La garde prétorienne le nomme empereur. Une fois empereur, il semble qu'il ait bien gouverné selon nos critères actuels. Il était loin d'être stupide. Pendant le règne de Claude Ier, l'Empire fait d'étonnants progrès. Ses légions conquièrent la Bretagne, ce que même Jules César n'avait pas réussi à faire. À Rome, il construit 2 grands aqueducs, l'Aqua Claudia et l'Agnus Novus, lesquels augmentent considérablement la quantité d'eau courante acheminée jusqu'à Rome. En théorie, les aqueducs ne sont pas si compliqués. En partant du principe que l'eau coule toujours vers le bas, on peut faire couler de l'eau le long d'une pente, d'une zone à une autre. Les Romains conçoivent leur aqueduc de telle sorte que la pente soit constante, suivant une déclivité précise qui ne diminue que de quelques centimètres tous les 30 mètres. Il fallait calculer une pente sur de grandes distances, puisqu'il y avait parfois 30, 40, jusqu'à 60 km de la source dans les montagnes jusqu'aux villes à approvisionner. La déclivité devait être constante, quel que soit le terrain. Pour que l'eau s'écoule aussi précisément que possible à travers les montagnes, les ingénieurs romains y creusent des tunnels à la pente parfaite. Lorsque les canalisations doivent traverser des vallées, on les surélève sur des murs de pierre. Et quand le mur doit dépasser 2 mètres de haut, les Romains construisent des arcs, un concept ancien dont ils perfectionnent la technique. Ils économisent ainsi des matériaux tout en garantissant la solidité de la structure. L'arc a révolutionné l'architecture de l'Antiquité en permettant de construire des édifices avec une hauteur sous plafond qui dépassait ce qui était possible auparavant. Ils ont totalement transformé l'architecture romaine. Les Romains installent des structures de bois temporaires, les cintres, qui soutiennent l'arc pendant sa construction jusqu'à la pose de la clé de voûte. Celle-ci répartit le poids vers les côtés de l'arc, qui peut supporter plusieurs étages de construction supplémentaires. Les voûtes sont une grande avancée par rapport à un mur plein. Elles sont très solides. Non seulement la voûte demande moins de matériaux, mais elle est très résistante et peut donc supporter le poids d'un toit, d'un aqueduc ou de tout ce que l'on veut construire au-dessus. Ainsi, 10 km de voûtes soutiennent l'Aqua Claudia à travers les vallées, jusqu'à Rome. Les aqueducs étaient couverts, mais si on avait pu soulever le toit, on aurait vu l'eau qui coulait comme une rivière vers la ville. Une fois en ville, l'aqueduc se déverse dans 3 réservoirs. Un pour les fontaines publiques, un pour les thermes, et un 3e réservé à l'usage exclusif de l'empereur et de quelques Romains aisés qui payent leur eau courante. C'est une idée très en avance sur son temps. Dès le 1er ou le 2e siècle, chaque foyer avait l'eau courante. C'est extraordinaire, parce que pendant tout le Moyen Âge, c'est quelque chose qui n'existera plus.
En faisant construire l'Aqua Claudia et l'Agno Novus, l'empereur Claude donne une nouvelle jeunesse au réseau romain de distribution d'eau. Sa gestion des affaires publiques est une réussite. En revanche, les choix qu'il fait en privé vont précipiter sa chute. La réputation de Claude veut qu'il ait été trop dévoué envers ses maîtresses et ses épouses. Il était servile avec elles. Tout l'Empire s'étonne lorsqu'il épouse sa nièce, Agrippine, la sœur intrigante de Caligula. Agrippine descendait d'une lignée de femmes ambitieuses, populaires et puissantes. D'une certaine manière, c'était la Cléopâtre de son époque. Elle était obstinée, fière, ambitieuse, terriblement ambitieuse. Agrippine a passé toute sa vie parmi les empereurs. Elle entend goûter au pouvoir à son tour. Elle se sert de tous ses charmes et de ses talents de politicienne pour y parvenir. Lorsque l'empereur vieillissant est enfin sous sa coupe, elle se sert de son fils pour s'assurer que sa lignée restera au pouvoir. En séduisant Claude et en devenant impératrice, l'objectif principal d'Agrippine était de s'assurer que son fils accéderait au trône. En 50, Agrippine persuade Claude d'adopter le fils qu'elle a eu d'un premier lit, afin qu'il soit son héritier à la place de Britannicus, le fils naturel de Claude. 4 ans plus tard, l'empereur Claude meurt, empoisonné par un champignon vénéneux et par l'ambition de sa femme. Du jour au lendemain, la femme de l'empereur devient la mère de son successeur. Le futur tyran n'a que 16 ans, mais son règne va être désastreux. Il s'appelle Néron. En l'an 64 de notre ère, un petit feu se transforme en un incendie dévastateur qui dure 6 jours et réduit des quartiers entiers de Rome en cendres, jetant des milliers de sans-abri dans les rues. L'incendie de 64 a été une immense tragédie. Il a ravagé près des 3/4 de la ville, qui était principalement constituée de maisons modestes, construites surtout en bois. Tout est parti en fumée. On soupçonne l'empereur lui-même d'être l'incendiaire. Des témoins racontent l'avoir vu jouer de la lyre du haut d'une tour voisine. On dit qu'il a regardé l'incendie comme s'il s'agissait d'un spectacle, déclamant les vers de la chute de Troie du haut de la tour de Mécène. La légende veut que Néron ait joué de la lyre pendant que Rome brûlait. Après l'incendie, son comportement l'incrimine encore plus. Néron confisque le tiers des ruines calcinées pour en faire sa propriété privée. Il entreprend d'y bâtir un monument des plus extravagants à la gloire de son ego. Un palais sur un domaine de 100 hectares en plein cœur de Rome. Des rumeurs ont commencé à courir. On racontait qu'il avait intentionnellement mis le feu à la ville pour pouvoir construire son palais. Néron accuse les membres d'un nouveau culte religieux, les chrétiens, d'être les incendiaires. Il les fait ligoter et brûler par centaines dans les rues de Rome. Et de nombreux autres actes cruels scelleront à jamais sa réputation de tyran sanguinaire. Il aurait offert la tête de l'une de ses ex-femmes à sa nouvelle épouse, à la demande de celle-ci. Plus tard, dans un accès de colère, il aurait tué femme à coups de pied alors qu'elle était enceinte. Mais tous ces crimes qui ont fait la triste réputation de Néron ne sont rien en regard de son acte le plus terrible, l'assassinat de sa propre mère. Agrippine, qui avait orchestré l'accession au pouvoir de Néron en empoisonnant son mari, l'empereur Claude, est certainement la mère la plus envahissante de l'Antiquité. Elle s'attend à gouverner à égalité avec son fils.
E allora a quel punto decise di eliminare la madre. Ci provò in diversi modi. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'éliminer sa mère. Il a fait plusieurs tentatives. Il a d'abord essayé par 3 fois de l'empoisonner, mais elle avait pris de puissants antidotes et a donc survécu. Un jour, alors qu'il assistait à une naumachie, un spectacle nautique reconstituant des batailles navales, il eut l'idée d'utiliser l'une de ses embarcations. Il a donc affrété un bateau et fait monter Agrippine à bord. À point nommé, le navire a sombré. Mais Agrippine n'avait pas dit son dernier mot. Elle a nagé jusqu'au rivage. Finalement, Néron a donc dû envoyer des tueurs pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Lorsque les gardes de Néron la prennent au piège, Agrippine leur demande symboliquement de la poignarder dans le ventre. Elle leur a dit « Frappez d'abord ici ». C'est ce ventre qui a porté Néron. Jusqu'à la fin de sa vie, Néron sera hanté par ce qu'il croit être le fantôme de sa mère. Et ses visions le pousseront un peu plus vers la folie. Au fil du temps, Néron est de plus en plus seul, de plus en plus paranoïaque et de plus en plus cruel. Alors que sa folie s'aggrave, Néron entreprend la construction du plus somptueux palais de l'Empire, sur un terrain public et avec l'argent public. Néron a saigné les provinces à blanc pour financer son projet. À Rome, il extorquait tout leur argent aux riches, les obligeant à lui donner leur fortune. C'était une période effrayante. La Domus Aurea, la maison dorée de Néron, est construite avec le sang et la sueur des esclaves. Dans l'Antiquité, l'esclavage est une pratique courante et jugée acceptable. À Rome, 1 personne sur 3 est esclave. La réussite de Rome est due en grande partie au travail des esclaves. Les Romains dégageaient aussi suffisamment de bénéfices pour maintenir et étendre leur empire. Les esclaves ont indubitablement joué un rôle prépondérant dans la construction des grands projets de la Rome impériale. Le nouveau palais de Néron reflète son orgueil. Il se prend pour un dieu. L'édifice est conçu comme une immense villa du bord de mer, en plein cœur de la ville. Des vignes, des jardins et des prairies où s'ébattent des animaux sauvages remplacent ce qui était autrefois le centre-ville de Rome. Au milieu du domaine, on creuse un lac artificiel, auprès duquel se dresse un pavillon, avec des allées couvertes de plus de 1600 mètres de long. Une vaste aile de ce pavillon subsiste encore aujourd'hui, sous la ville moderne. Les salles montrent que les Romains maîtrisaient une autre technique innovante, la voûte en plein cintre. Une voûte est un arc prolongé. Une fois qu'on a construit un arc à l'aide d'un cintre, on déplace le cintre pour construire un nouvel arc et ainsi de suite jusqu'à obtenir une grande voûte. Les Romains avaient trouvé une technique de construction très efficace. Lorsque la Domus Aurea est achevée, au bout de seulement 4 ans, l'empereur Néron se serait exclamé « Enfin, je pourrais vivre tel un être humain ». Les vestiges ne sont que l'ombre du somptueux palais de Néron. Ces salles de briques et de béton étaient autrefois couvertes de fresques colorées, ornées d'or et de pierres précieuses. Le plafond était incrusté de pierres précieuses et semi-précieuses, du lapis lazuli, du cristal de roche et des cristaux roses pour accrocher la lumière.
En construisant la Domus Aurea, Néron montre que contrairement aux bons empereurs, il est égoïste. Je crois que c'est l'un des facteurs qui l'ont mené à sa perte. Son comportement était tellement aux antipodes de ce que les sénateurs et le peuple romain attendaient de leur empereur qu'il a fini par le payer cher. En 68, quelques mois après avoir emménagé dans la Domus Aurea, Néron est renversé par ses nombreux opposants. Démis par le Sénat, il est traqué comme un fugitif par ses propres gardes. Néron, aidé d'un loyal esclave, se tranche la gorge. Ses derniers mots sont « Qualis artifex pereo » quel artiste périt avec moi. Néron est mort comme un tragédien sur scène, comme le grand acteur qu'il aurait toujours rêvé d'être. Ses derniers mots montrent bien qu'il ne se prenait pas pour un empereur, mais pour une star. À la mort de Néron, le Sénat vote sa damnatio memoriae. Il maudit sa mémoire. Les Romains cherchent à effacer toute trace de Néron et de son règne. En 104, sa Domus Aurea est ensevelie. Elle servira de fondation au terme de l'empereur Trajan. Pendant 1300 ans, elle restera enterrée et oubliée sous la ville en pleine évolution. À la fin du XVe siècle, un jeune Romain tombe dans un trou qui le mène à une grotte, recouverte de peintures surprenantes. Les artistes de la Renaissance s'inspirèrent de ces fresques bizarres. Le mot grotesque est un terme artistique utilisé à l'origine pour décrire ces étranges fresques découvertes dans ces salles souterraines. Il désigne aussi ces étranges créatures, mi-humaines, mi-animales, mi-architecture, mi-décoration. La Domus Aurea est la signature du règne de terreur de Néron. Un règne placé sous le signe de la folie, des exterminations en masse et de la mégalomanie. À la chute de Néron, l'Empire romain doit affronter un avenir incertain. Jusqu'alors, les empereurs, de Jules César à Néron, descendaient tous d'une même lignée, la dynastie julio-claudienne. Pour la première fois, l'empereur n'a pas de successeur désigné. Personne ne savait ce que l'avenir leur réservait, à part que la lutte risquait d'être sanglante. Les grands généraux de l'Empire s'affrontent et lancent leurs armées les unes contre les autres pour prendre le pouvoir. Vespasien en sort vainqueur. C'est un général qui a commandé les légions romaines en Judée, où il a maté la révolte juive. Il est d'origine plébéienne et n'a rien à voir avec son prédécesseur tyrannique. Vespasien était l'anti-Néron. Il était totalement différent de lui. Il a fait ses preuves dans l'armée. C'est un homme endurci qui tient en horreur toute forme de prétention. Pour simplifier, aujourd'hui, Vespasien serait plus du genre à regarder un match de football qu'un opéra. Contrairement à Néron, qui a mis le savoir-faire de ses ingénieurs au seul service de ses projets colossaux et vaniteux, Vespasien met les meilleurs architectes de Rome au service du peuple. Il fait tout d'abord assécher le grand lac que Néron avait fait creuser sur son domaine. C'est à cet emplacement que se dressera la perle de l'ingénierie romaine, un endroit qui servira d'exutoire à toute la ville. On l'appelle l'amphithéâtre Flavien, mais nous le connaissons aujourd'hui sous le nom de Colisée. Vespasien a transformé un endroit qui était voué au plaisir personnel d'un mauvais empereur en un lieu public où tous les habitants de Rome pouvaient venir se divertir. C'était un superbe acte de propagande.
Depuis des siècles déjà, les combats de gladiateurs existent. Mais le peuple romain veut des spectacles plus osés, plus grandioses. Avec le Colisée, les gladiateurs ont une arène permanente où s'entretuer. Les jeux du cirque vont devenir un carnage sans précédent. C'était comme le grand stade, un lieu unique où le spectacle s'offrait à vous. En plein centre-ville, bien assis à votre place, vous pouviez tout voir. Des animaux venus des 4 coins du monde connus ou des hommes capturés en des terres lointaines. La construction du Colisée débute en 72. Elle est financée par la vente de précieuses reliques que Vespasien a dérobées dans un temple juif lors du sac de Jérusalem. Suite à cette campagne, 12 000 prisonniers juifs sont ramenés pour construire l'amphithéâtre. Ils travaillaient dans des conditions très difficiles, jusqu'à leur mort. 6 000 tonnes de béton sont déversées et des blocs énormes de travertin sont acheminés depuis la carrière à plus de 30 km de Rome. En haut des murs de l'édifice, ils ont utilisé moins de grès qui était cher et lourd et l'ont remplacé par des matériaux plus légers et moins coûteux. Les Romains avaient des grues en bois assez sophistiquées ainsi que des appareils permettant de soulever des pierres. Ils pouvaient donc élever des bâtiments très hauts. La construction du Colisée dure 8 ans. L'imposante structure mesure plus de 48 mètres de hauteur. Elle dépasse tout ce qui l'entoure. C'est la plus haute construction de la Rome antique, l'amphithéâtre de la capitale. Rome était beaucoup plus grande que n'importe quelle autre ville et beaucoup plus riche. Le Colisée symbolise sa puissance, sa maîtrise technique et sa richesse. Les amphithéâtres romains sont conçus selon un principe étonnamment simple. 2 théâtres grecs sont accolés pour former un théâtre rond. Le Colisée devient la référence en matière d'amphithéâtre. Un réseau complexe de couloirs et d'escaliers permet de faire entrer et sortir 50 000 Romains en un temps record. Comme dans les stades actuels, chaque personne entrant au Colisée possède un ticket correspondant au numéro de l'une des portes d'entrée. Il est conçu pour accueillir en masse et dans le confort. On y trouve 110 fontaines pour se désaltérer et 2 séries de toilettes. Il y a même un toit dépliable. Par grande chaleur, on déplie le vélum, un voile de lin pour faire de l'ombre aux spectateurs. La manœuvre est confiée aux marins de la flotte romaine, postés au sommet des arcades. Ils l'ajustaient en fonction du soleil ou du vent. Par conséquent, le Colisée était ombragé et aéré. Ils se tenaient en haut des arcades et manœuvraient les mâts qui soutenaient l'immense toile qui couvrait l'amphithéâtre. À l'extérieur, on voit encore les trous qu'ont laissés les mâts. Le Colisée est terminé en 80. Mais Vespasien ne vit pas assez longtemps pour l'inaugurer. Il décède en 79 de mort naturelle. Son fils Titus, qui lui succède, préside les cérémonies d'inauguration. Pendant 100 jours, les Romains se pressent au Colisée pour assister à des carnages inimaginables. 5000 bêtes y trouveront la mort, ainsi que des milliers de gladiateurs et de prisonniers. En dehors du Colisée, de telles effusions de sang n'ont lieu qu'en temps de guerre. Pourtant, dans l'arène, elles ne servent qu'au divertissement. Les Romains y passaient la journée. Le matin, ils voyaient des hommes tuer des animaux ou se faire tuer par eux. Le midi, ils assistaient à l'exécution de prisonniers.
Et l'après-midi, c'était le clou du spectacle. Le meilleur pour la fin. Des combats entre hommes, les gladiateurs. Les combats de gladiateurs attirent beaucoup de monde au Colisée. Mais d'autres spectacles grandioses attendent les foules. L'un des spectacles les plus étonnants du Colisée était les naumachie, des batailles navales, reconstituées avec de vrais hommes, à bord de vrais bateaux, à l'échelle du Colisée. Il était tout à fait possible de dévier l'eau de l'un des aqueducs pour inonder le Colisée. Des études récentes du Colisée montrent qu'il y a de nombreux canaux destinés à immerger les souterrains. C'était possible, et il le faisait. Cristiano Ranieri est le premier archéologue moderne à explorer le labyrinthe de canaux qui se trouve sous le Colisée. Il croit avoir trouvé des traces convaincantes d'un système de canalisation qui servait à remplir l'arène pour les batailles navales. Sous l'arène, nous avons trouvé des tunnels très anciens, plus anciens encore que le Colisée. Ils datent du règne de Néron et sont donc contemporains de la Domus Aurea. Les canaux conçus à l'origine sous le lac artificiel de Néron sont restés intacts lors de la construction du Colisée. Ils ont été transformés de manière à inonder l'arène, puis à évacuer l'eau. Ces images exclusives vous montrent Cristiano et son équipe de plongeurs dans ces canaux. Ils nagent dans des eaux chargées des débris de 2 millénaires. Sous le Colisée, l'archéologue a découvert un réservoir directement relié à un aqueduc voisin. Cristiano pense que c'est ainsi que l'eau était déviée de l'aqueduc et déversée dans l'amphithéâtre. Il a également découvert des vestiges de canalisation reliés aux égouts de la ville, qui ont pu servir à évacuer les eaux du Colisée vers le Tibre. Il y avait un vrai réseau de canalisation. Ces tunnels servaient à recouvrir d'eau une partie du théâtre pour les batailles navales. Les naumachie sont une prouesse technique, mais elles passent rapidement de mode. En moins de 10 ans, on abandonne les inondations pour se consacrer à des transformations qui vont révolutionner les jeux du cirque. On construit une structure à 2 étages sous l'arène, des coulisses appelées hypogéum. Un système de trappes, de monte-charge et de plans inclinés permet de faire sortir des gladiateurs ou des tigres par le sol pour s'attaquer à leurs futures victimes. Même si le spectacle avait lieu dans l'arène, tout se préparait en dessous, dans l'hypogéum. C'est là qu'étaient les cages où l'on gardait les animaux, que les gladiateurs affûtaient leur épée avant de se préparer à mourir, et que les prisonniers étaient parqués. Au début des Jeux, une trappe dans le sol s'ouvrait. Et grâce à un système de poulies, un monte-charge hissait un lion ou une panthère dans l'arène. Imaginez, quand la trappe s'ouvre, on est ébloui par la lumière, assourdi par les cris de la foule. Lorsqu'elle se referme, on doit se préparer à mourir, parmi les cris et les lamentations, le sang et la puanteur des bêtes et des hommes. Violent, sanglant, excitant, cruel. Les Jeux du Colisée portent le spectaculaire à son comble. Tous ceux qui y assistent sont impressionnés par les prouesses technologiques de la civilisation romaine. Au bout des 10 ans du règne stable de Vespasien, cette civilisation a atteint le sommet de sa puissance. La prochaine génération d'empereurs va l'exploiter pour bâtir d'autres merveilles, plus grandes et plus audacieuses encore.
Depuis Auguste, les empereurs ont toujours été italiens, jusqu'en 98, où un étranger, Trajan, prend les rênes de l'Empire, qui compte alors près de 50 millions de sujets, de l'Angleterre à l'Égypte et du Portugal à la Perse. Trajan est originaire d'Espagne. Ses triomphes sur les champs de bataille ont retenu l'attention de l'empereur Nerva. Comme celui-ci n'a pas de fils, il adopte Trajan et en fait son héritier. There is a widening of the idea of what it meant to be Roman and who Les idées s'élargissent. On conçoit la citoyenneté romaine de manière plus large. Et il en va de même pour ceux qui occupent les plus hautes sphères du pouvoir et de l'État. Trajan en est le parfait exemple. C'est le premier de toute une série d'empereurs qui ne sont pas originaires d'Italie. À la mort de Nerva en 98, Trajan hérite du monde romain. Il s'attache immédiatement à prouver sa loyauté envers les citoyens de Rome. Il sait que le meilleur moyen d'y parvenir est de faire appel à leur sens de la suprématie. Les Romains ont toujours vu grand. La taille de leur empire, la taille de leur construction et les ambitions de leurs chefs sont autant d'éléments qui définissent ce que sont les Romains. Ils étaient motivés par une sorte d'ego culturel collectif. Trajan lance de grands travaux de construction. Il fait tout d'abord restaurer l'infrastructure de l'Empire, les routes, les ports et les bâtiments publics, qui ont besoin d'être rénovés au plus vite. Il commande l'un des derniers grands aqueducs et construit de nouveaux thermes sur les fondations de la Domus Aurea de Néron. Pendant la 3e année de son règne, Trajan lance une offensive militaire pour collecter l'argent nécessaire à la réalisation d'autres monuments. Il part à la conquête de la Dacie, une région qui correspond à la Roumanie actuelle et qui repousse les Romains depuis des siècles. Après des années de résistance, les Daces se rendent en 107. L'empereur rapporte des centaines de tonnes d'or et d'argent de sa nouvelle province. Trajan est l'empereur qui a le plus repoussé les frontières de l'Empire. Il est allé plus loin, il a rapporté plus d'argent, de prises de guerre et de biens qu'aucun autre empereur. Par conséquent, il avait une fortune colossale à sa disposition. Trajan dépense sa fortune pour créer une vaste place publique censée décongestionner le centre-ville surpeuplé de Rome. Depuis la fondation de la République, l'ancien forum romain est le centre du gouvernement, du commerce et de la culture. Des temples dédiés à des divinités comme Saturne ou Vesta y côtoient des tribunaux et des bibliothèques. Le forum est important pour les Romains car c'est leur place publique, l'endroit où ils se retrouvent, concluent leurs affaires, où l'on discute politique, où l'on vend des objets, où l'on change son argent. C'est une place pleine de vie, plus encore que les places actuelles, parce que toute la vie publique se jouait sur le forum. Alors que Rome devient la capitale du monde, le forum doit être étendu. Le forum était au cœur de la vie romaine, mais on lui avait continuellement adjoint des extensions en raison du succès de la ville et pour répondre aux besoins de la population. Chaque empereur y avait fait ajouter un agrandissement pour ses contemporains. Sous le règne de Trajan, Rome est une métropole d'1 million d'habitants en pleine expansion. Il commande donc un nouveau forum, qui sera plus grand que ceux de tous ses prédécesseurs réunis. Pour dessiner son forum, Trajan fait appel à un autre étranger, Apollodore de Damas. Apollodore est un architecte grec qui a construit le pont des portes de fer sur le Danube pendant les guerres daciques. Il a prouvé son génie d'architecte, mais doit relever un nouveau défi. Il a trop peu de terrain pour mettre en œuvre les projets grandioses de Trajan.
Bien sûr, à l'époque, l'emplacement d'une construction était aussi crucial qu'aujourd'hui. Par conséquent, lorsqu'un empereur voulait bâtir quelque chose à un endroit précis, et s'il fallait raser le site, il n'hésitait pas. Afin de disposer d'une plaine assez vaste dans le centre de Rome, Apollodore ordonne à ses ouvriers de tailler et niveler la colline du Quirinal, qui s'avance alors jusqu'à l'ancien forum. C'était des milliers d'années avant l'invention de la dynamite. Les Romains modelaient le paysage à la sueur de leur front, grâce à l'effort de dizaines de milliers d'esclaves, travaillant 24 heures sur 24 avec des pelles et des pioches. Imaginez une armée de fourmis transportant une miche de pain. Elles ne la transporteront pas en un seul morceau, elles la réduisent en miettes pour la transporter par petits fragments. Une armée d'esclaves romains nivelle méthodiquement la colline de pierre. Elle arrache des roches sur une hauteur de plus de 38 mètres et dégage un terrain de 300 mètres sur 200 en plein cœur de Rome. Une cité de marbre jaillit bientôt du sol. Un empereur espagnol et un architecte grec remodèlent la capitale impériale. L'ensemble est inauguré en 113 après Jésus-Christ. Le Forum de Trajan est un magnifique ensemble en marbre, composé de 2 bibliothèques grecques et latines, de statues colossales, d'une vaste place centrale et d'une basilique à 2 étages où les lois sont votées et les procès jugés. Aller au Forum de Trajan était une expérience unique pour un Romain. On entrait dans la basilique, qui à l'époque était la plus grande jamais construite à Rome. Elle était entièrement pavée de marbre, inondée de lumière. Ensuite, on arrivait sur la place où se dressait la statue équestre monumentale de Trajan. Ça devait être extrêmement impressionnant. La pièce maîtresse du forum est une colonne de marbre de 38 mètres de haut qui domine les autres constructions. Elle a survécu jusqu'à nos jours. Ces 18 tambours sont divisés en panneaux sculptés en spirale qui représentent les guerres daciques. Trajan y est omniprésent. La colonne fait presque la même hauteur que le morceau qui a été arraché à la colline du Quirinal. Elle symbolise non seulement les batailles de Trajan, mais aussi le combat d'Apollodore pour créer ce forum monumental. Le forum de Trajan résiste à l'épreuve du temps pendant 7 siècles. Mais au IXe siècle, un tremblement de terre le détruit. Pourtant, une partie du forum a survécu. Les vestiges donnent une idée de la grandeur passée de l'ensemble. C'est un vaste complexe surnommé les marchés de Trajan. Apollodore conçoit un vaste édifice de 6 étages, constitué de locaux commerciaux construits dans la colline qu'il a arasée. Les 3 premiers étages forment un hémicycle qui est adossé à la colline, dont il épouse la forme. À l'intérieur, des couloirs en arc de cercle suivent les devantures des magasins. Le bâtiment des marchés est conçu pour renforcer la colline qui a été taillée. Ce n'est pas un hasard si Apollodore a choisi une forme concave, qui est beaucoup plus solide. L'arc de cercle résiste mieux à la pression de la colline sur ses flancs. Les étages supérieurs sont divisés en petites échoppes ou en grands espaces sur 3 niveaux. Les marchés de Trajan contiennent jusqu'à 150 enseignes individuelles qui vendent aussi bien des chaussures que des œuvres d'art. Ces marchés ont dû vendre des quantités considérables de marchandises en provenance de tout l'Empire, et peut-être même au-delà. Alors que le forum de Trajan est un luxueux refuge pour l'élite de la cité, ces marchés sont conçus pour accueillir la foule en masse.
Les marchés et le forum représentent deux facettes de la culture romaine. Le forum, avec son opulence, ses colonnades, ses décorations ornées d'or, est le cœur officiel de la ville, par opposition à la structure en briques des marchés. La brique était un matériau très commun au temps de l'Empire romain. Les grands travaux accomplis à l'instigation de Trajan et ses conquêtes à l'étranger font de lui l'un des empereurs les plus populaires de l'histoire romaine. C'était un grand stratège, doublé d'un grand bâtisseur. À l'instar d'Auguste, il a instauré une période de paix et de tranquillité. Son règne a été très important pour l'Empire. Les successeurs de Trajan ont néanmoins un souci, la défense de l'immense territoire impérial. Afin de maintenir l'ordre aux frontières, l'empereur romain suivant va construire une énorme barricade pour protéger le monde romain des barbares. Trajan meurt en 117. Il n'a pas de fils naturel. C'est donc son fils adoptif, Hadrien, qui prend la tête de l'Empire à sa mort. Tout comme Trajan, Hadrien était un militaire accompli. Mais l'Empire était trop étendu pour pouvoir en garantir les frontières sans faire des dépenses démesurées. Hadrien ne cherche donc pas à conquérir d'autres terres, mais à garder ce qu'il a déjà. Aujourd'hui, des traces concrètes du système de défense d'Hadrien sont encore visibles dans une partie isolée de l'Irlande du Nord, à plus de 2400 km de Rome. Lorsqu'Hadrien arrive au pouvoir en 117, toute la moitié nord de la Bretagne, le Royaume-Uni actuel, est une région indomptée. Les soldats romains y affrontent à la fois des hivers glacials et les attaques des barbares. En 122, Hadrien se rend en personne sur les lignes de front. Il comprend vite que pour dompter la Bretagne, il lui faudra d'abord discipliner ses propres soldats. Hadrien demande à ses légions de bâtir les fortifications les plus ambitieuses jamais construites par un Romain. Un rempart de 117 km de long qui traverse toute l'Angleterre. L'épreuve du temps a réduit le mur d'Hadrien à ses fondations. Autrefois, ce mur mesurait 4,50 m et était couronné de parapets de 1,80 m. Au pied du mur, un fossé de près de 3 mètres de profondeur, hérissé de pieux, venait s'ajouter aux 6 mètres du rempart. Les assaillants potentiels avaient donc un obstacle considérable à franchir avant d'affronter les légions romaines postées derrière le mur. Si des envahisseurs parvenaient à franchir les fortifications, un dernier obstacle venait encore freiner leur avancée, le Vallum, un fossé de 40 mètres de large creusé le long du mur et qui courait sur toute sa longueur, d'une côte à l'autre. Le mur d'Hadrien est une barrière aussi psychologique que physique. Son immense rempart continu est un rappel constant de la domination romaine. Cette muraille est la plus grande fortification du monde romain, et le terrain accidenté du nord de la Bretagne le rend encore plus efficace. Ils ont rencontré d'énormes difficultés parce que le terrain est très difficile d'accès. Il y a des falaises, des vallées, des parois rocheuses, si bien qu'il leur a fallu beaucoup d'ingéniosité pour parvenir à leur fin. Mais le mur leur a été d'une grande utilité, parce qu'ils ont pu réduire le nombre de garnisons postées à la frontière. 3 légions, soit un total de 15 000 à 25 000 hommes, sont mobilisés pour transporter les lourdes pierres jusqu'au chantier de construction. Le mur est ponctué de 80 tours militaires, tous les 1000 romains, c'est-à-dire tous les 1500 mètres. Ces tours peuvent abriter jusqu'à 60 soldats. Entre chaque tour militaire, 2 petites tours de garde abritent des sentinelles,
qui surveillent constamment la frontière. Et tout au long du mur, 17 forts permettent d'accueillir 1000 soldats à la fois. Chaque fort s'étend sur 1 à 2 hectares et comprend une salle de réunion, un temple, des casernes, un hôpital et des bains, de quoi subvenir aux besoins de toute une armée. Autour des forts, on bâtit des villes pour approvisionner les armées en nourriture et autres marchandises diverses. Ces troupes romaines voulaient des chaussures romaines, des aiguilles romaines, tout ce qu'ils auraient trouvé ailleurs dans une cité romaine. Les artisans les suivaient, ainsi que les taverniers et les femmes. Par conséquent, ils transformaient profondément les régions où ils s'installaient. En seulement 5 ans, le mur d'Adrien se dresse en travers de l'Angleterre. En garantissant la frontière septentrionale de son empire, Adrien a également amélioré la discipline au sein de son armée et laissé une trace indélébile de la portée de la puissance de Rome. En 126, Adrien revient à Rome. Il souhaite laisser une empreinte aussi forte sur la capitale que l'empereur Auguste. Le joyau architectural qu'il commande est d'ailleurs directement lié à son illustre prédécesseur. Il souhaite reconstruire un temple sur les lieux d'un monument bâti par Auguste et détruit par un incendie. Sur les ruines, il fait construire son célèbre Panthéon, un majestueux temple dédié aux dieux romains. Le Panthéon est sans doute le bâtiment romain le plus impressionnant, à cause de sa rotonde. La vaste rotonde du Panthéon est surmontée d'une magnifique coupole. Le diamètre du dôme de béton est égal à sa hauteur maximale, 43,30 mètres. Aucune colonne, aucun contrefort ne vient le soutenir sur toute la largeur. 43 mètres 30, c'est très large. Il en fallait de l'audace pour bâtir quelque chose d'aussi grandiose. C'est un immense exploit. Pendant 18 siècles, le Panthéon restera la plus vaste structure de béton à avoir été construite sans support. Avant de couler le plafond de béton, les ingénieurs d'Adrien doivent trouver le moyen de redistribuer le poids du dôme vers l'extérieur. Sinon, quand ils démonteront la structure de bois qui maintient le plafond, les 3000 tonnes de béton s'effondreront. Aujourd'hui, on arme le béton avec des tiges d'acier qui réduisent de moitié la tension du béton. Les Romains ne savaient pas le faire. C'est pourquoi le poids de la coupole du Panthéon repose entièrement sur sa base. Les ingénieurs qui conçoivent le Panthéon mettent au point des solutions radicales pour ne pas que la coupole et la réputation de l'empereur s'effondrent. Ils construisent à la base de la coupole de solides murs de 6 mètres d'épaisseur qui servent de fondation. Ils se sont servis des murs verticaux sur les côtés pour répartir le poids de la coupole. Son poids réparti sur des arcs de décharge retombe sur les 8 pilastres formés par des avancées dans les murs. Au fur et à mesure qu'ils élèvent la coupole, ils préparent du béton plus léger et coulent des couches de plus en plus fines. Le béton romain est comme le béton actuel. Il est composé d'un agrégat, généralement de pierre, qui servent à lier le béton. Pour la coupole du Panthéon, les Romains ont eu recours à une technique courante à l'époque, en fabriquant un béton aéré plus léger. Pour que la coupole soit encore plus légère, on la revêt de caissons, des coffrages dont l'utilité est double. Ces caissons ont une fonction esthétique, bien évidemment.
Ils décoraient l'intérieur de la coupole. Mais en même temps, ils allégeaient le poids total du dôme. Pour alléger encore la structure, on crée ce qui deviendra le signe de reconnaissance du Panthéon, l'oculus, une ouverture de 8,70 m de diamètre qui perce la voûte en son centre. L'oculus permet d'éviter une surcharge de poids à l'endroit le plus vulnérable de la coupole, tout en illuminant l'intérieur du temple. Mettez-vous à la place d'un individu qui entrait dans un bâtiment de ce genre. Aucune bâtisse n'avait jamais offert un espace intérieur comparable à celui-ci. On ressent la dimension religieuse de cet édifice qui était dédié aux dieux. Les ingénieurs du Panthéon cherchent à atteindre la perfection, et il s'en faut de peu pour qu'ils y parviennent. Cependant, un défaut mystérieux continue d'intriguer les observateurs, aujourd'hui encore. Le portique à colonnes, qui sert d'entrée au temple, est trop court. Il lui manque plus de 3 mètres de hauteur pour se raccorder à la rotonde, là où le fronton devrait se trouver. Pourquoi ils n'ont pas choisi des colonnes de 15 mètres de haut plutôt que les colonnes de 12 mètres qui se trouvent devant le Panthéon, nous l'ignorons. Les colonnes ont-elles coulé pendant leur transport sur la Méditerranée? Les Romains n'ont-ils pas pu trouver les pierres nécessaires en temps et en heure pour l'inauguration? Nous ne pouvons rien affirmer. Depuis des siècles, le Panthéon est une énigme. Sa construction n'est pas le seul mystère. On ignore aussi qui l'a conçu. Il ne subsiste aucune trace de l'identité de l'architecte. Aujourd'hui, on tend de plus en plus à croire que c'est Hadrien lui-même qui l'a dessiné. C'était un touche-à-tout. Il peignait, il écrivait de la poésie et il adorait l'architecture. De nombreuses autres constructions conçues par Hadrien étaient des coupoles. Il est donc plausible qu'Hadrien ait participé à la conception du Panthéon. Apollodore de Damas, le génie qui a créé le Forum de Trajan, fait lui aussi partie des architectes potentiels. Apollodore, sceptique sur les talents d'architecte d'Hadrien, a osé le déclarer publiquement. Un jour, Apollodore s'est moqué d'Hadrien en lui disant « Allez donc dessiner vos dômes en citrouille ». Le projet a dû être confié à Apollodore, mais comme il a refusé d'inclure des modifications suggérées par Hadrien, l'empereur l'a fait tuer. Enfin, il l'a forcé à se supprimer. En 138, 8 ans après avoir ordonné la mort du plus grand architecte romain, Hadrien meurt de sa belle mort, à l'âge de 62 ans. Les 21 ans de règne d'Hadrien sont l'une des périodes les plus prolifiques de l'histoire romaine. À la mort de l'empereur, des ports, des temples, des ponts et des basiliques se dressent aux 4 coins de l'Empire et portent son nom. Il faudra près d'un siècle pour qu'un autre empereur commande l'un des derniers grands projets architecturaux de la Rome antique. Un projet qui enverra ce même empereur à sa perte. Pendant quelques décennies après la mort d'Hadrien, l'Empire romain reste en position de supériorité en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ses empereurs gardent le pouvoir absolu. Ses armées restent invaincues et ses architectes continuent à forcer l'admiration. En 212, les architectes romains créent une construction monumentale, d'immenses thermes commandés par Caracalla, un usurpateur corrompu. Il est arrivé au pouvoir en commettant un meurtre. Le défunt père de Caracalla, l'empereur Septime Sévère,
voulait que ses 2 fils gouvernent l'Empire ensemble. Mais Caracalla et son frère Geta se haïssent. À la mort de Septime Sévère, c'est à qui éliminera l'autre le premier. Caracalla est le plus rapide. Caracalla a tué lui-même Geta devant sa mère, ce qui me paraît d'une cruauté abominable. Le nom de Geta a été effacé des inscriptions, ainsi que des peintures qui le représentaient. Ils ont laissé un trou à la place de sa tête. Nous savons que l'État avait pris des mesures pour l'éliminer. C'est une leçon que nous devrions retenir. Pendant le règne de Caracalla, le sang recommence à couler dans les appartements impériaux. L'Empire est à nouveau entre les mains d'un tyran qui fait régner la terreur. Le règne de Caracalla est celui d'un homme qui se place au-dessus des autres hommes, c'est-à-dire parmi les dieux. Caracalla est un tyran qui veut laisser une trace, afin que son nom passe à la postérité, comme on associe Vespasien au Colisée, Trajan à son forum et Adrien au Panthéon. Il voulait prouver qu'il méritait son trône d'empereur. Il voulait faire mieux que son père. Le nouvel empereur veut se laver de ses péchés en construisant des bains. Depuis des siècles, les thermes font partie intégrante de la vie quotidienne des Romains. Ils sont composés de plusieurs bassins d'eau chaude et froide. Les thermes ne sont pas seulement un endroit où les Romains se lavent. C'est un lieu de rencontre pour toutes les classes sociales. Tout le monde venait aux thermes en toute liberté et promiscuité. Les jeunes, les vieux, les riches et les pauvres. Bien sûr, cette promiscuité ne s'appliquait pas aux deux sexes, car il y avait des horaires différents pour les hommes et les femmes. Mais les bains étaient un lieu de rencontre pour l'ensemble de la population, essentiellement parce qu'ils étaient gratuits. Nombre d'empereurs romains ont fait construire des thermes. Néron, Titus et Trajan ont tous fait bâtir d'extravagants bains à leur nom. Caracalla est déterminé à tous les surpasser. Les vestiges imposants qui subsistent encore à ce jour prouvent qu'il est arrivé à ses fins. Voilà ce qui reste. Il y avait une série de salles gigantesques avec des bassins de la taille d'une piscine olympique à différentes températures. Il y avait des salles avec des bains privés et des salles publiques où tout le monde se côtoyait. Le bâtiment central est plus vaste que la basilique Saint-Pierre et il est entièrement revêtu d'or et de marbre. Les sols sont couverts de mosaïques élaborées dont il reste quelques fragments. Le bâtiment principal est entouré de jardins où se pratiquent des courses et des jeux extérieurs. Des bibliothèques, des magasins, des restaurants et même des maisons closes cernent l'enceinte du complexe. L'ensemble peut facilement accueillir 2000 Romains en même temps. Les ouvriers de Caracalla travaillent nuit et jour pour terminer ces thermes au plus vite. Pour construire des thermes aussi magnifiques en 5 ans, il a fallu 5 à 10 000 ouvriers travaillant au quotidien sur le chantier. Les bâtiments au-dessus du sol ne sont que la partie visible du complexe. En sous-sol, un réseau de canaux dévie chaque jour plus de 19 millions de litres d'eau d'un aqueduc voisin.
Les thermes sont une merveille de génie hydraulique. Le frigidarium, le tépidarium et le caldarium, avec leurs différences de température et l'environnement général des thermes, offraient bien-être et détente aux baigneurs. L'eau destinée aux piscines chaudes et tièdes est déviée vers des fourneaux où elle est chauffée au feu de bois. 50 fourneaux ont été creusés juste au-dessous du sol. Les thermes de Caracalla sont inaugurés en 216. Il s'agit de l'un des derniers coups d'éclat des ingénieurs romains, conjuguant des savoir-faire acquis au fil des siècles. In a bath complex like that of Caracalla, a lot of great achievements. Dans des termes comme ceux de Caracalla, de nombreuses réussites du génie romain sont associées. La fabrication de briques, l'importation de marbre, les systèmes d'approvisionnement en eau, les aqueducs, mais aussi l'égouts et les systèmes d'évacuation des eaux usées. Sans oublier le béton, qui leur permet de créer de vastes volumes qu'ils couronnent de dômes et de voûtes. Les thermes de Caracalla sont une réussite extraordinaire, mais on ne peut en dire autant de son règne. Non content de saigner son peuple pour mener à bien son projet fétiche, Caracalla ruine l'économie romaine en se lançant dans l'invasion de la Parthie et de l'Arménie, des régions orientales qui ne sont plus contrôlées par l'Empire depuis Trajan, un siècle plus tôt. Caracalla veut justement imiter Trajan, laisser la trace d'un grand conquérant. Mais il court à sa perte. En 217, après 6 ans d'un règne cruel et tyrannique, Caracalla est poignardé par ses propres gardes lors d'une campagne militaire en Syrie. La même année, un incendie ravage le Colisée et avec lui, l'âme de la capitale. L'amphithéâtre sera reconstruit 20 ans plus tard, mais l'Empire ne retrouvera jamais sa gloire passée. Les jours glorieux d'Auguste, Vespasien et Trajan sont définitivement révolus. Pendant les 3 siècles qui suivent, l'Empire s'étiole. Les raisons de son déclin sont innombrables. Au 5e et 6e siècle, des tribus germaniques mettent Rome à sac, confisquant terres et richesses. En 537, les Ostrogoths envahissent la ville et l'atteignent en son centre vital en saccageant ses aqueducs. Les citoyens romains sont privés de cette eau courante dont ils ne peuvent plus se passer. La grande capitale tombe en déréliction. Pourtant, 1500 ans après la chute de Rome, le génie romain continue d'inspirer et de déconcerter les bâtisseurs modernes. Les Romains étaient capables de faire des choses que nous n'aurions pas pu reproduire sans les technologies modernes. Nous ne pourrions pas construire une coupole comme celle du Panthéon sans l'aide d'un ordinateur. Nous ne pourrions pas tailler dans les flancs d'une colline sans engin approprié. Avec leurs outils, nous serions incapables d'accomplir de tels exploits. La leçon la plus importante que nous enseigne l'Empire romain est celle que Jules César, Néron et Caracalla n'ont pas comprise. L'ambition aveugle qui guide nos progrès peut aussi nous mener à notre perte. Ils allaient au bout de leurs ambitions avec un tel appétit que nous sommes partagés entre l'admiration et l'aversion à leur égard. Souvent violents et vindicatifs, les Romains étaient aussi cupides et égocentriques. Pourtant, les imposantes structures qu'ils nous ont léguées sont autant de preuves de la puissance de leur civilisation et du potentiel infini de l'humanité.